Merkel, une histoire allemande de Virginie Lienhardt. Comment la fille d'un pasteur d'Allemagne de l'Est est-elle devenue la dirigeante allemande sur le point de battre un record de longévité au pouvoir? Nous nous retrouvons juste après avec mes invités Marion Van Rettergem, qui lui a consacré un livre, et Michel Meyer, journaliste, ancien correspondant. Angela Merkel règne sur l'Allemagne depuis 12 ans déjà. Réélue 3 fois, la chancelière est donnée gagnante du 4e mandat qu'elle a décidé de briguer. Je suis absolument persuadé que la prochaine chancelière sera Madame Merkel. Alors que tous les dirigeants européens qu'elle a connus, de Nicolas Sarkozy à Matteo Renzi, de David Cameron à François Hollande, sont irrémédiablement poussés vers la sortie, elle apparaît indispensable en Allemagne et incontournable sur la scène internationale. À l'étranger, quand on parle d'Angela Merkel, on a l'impression qu'elle tient les rênes du monde. Honnie par les pays du sud de l'Europe, qui la traitaient hier de mère la rigueur, elle est aujourd'hui la mama du million de réfugiés à qui elle a ouvert les portes de l'Allemagne. Ça montre la grande liberté de cette femme. Et je pense qu'un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui a du courage et beaucoup de liberté. Brusquement, les Allemands ont pensé, cette Merkel-là, on la connaît pas du tout. On était plusieurs journalistes à se demander ce qui se passait dans sa tête. Fille d'un pasteur protestant, elle est d'un bois dont les autres politiciens ignorent l'existence. C'est une femme qui est toujours très marquée par son enfance ici en Allemagne de l'Est. Ce qui définit et ce qui fait la singularité d'Angela Merkel, c'est le fait qu'elle a connu la dictature. La femme la plus puissante du monde est restée la jeune fille qui a grandi sous le communisme en Allemagne de l'Est. Je dois vous le dire en tant que femme, sa manière de s'habiller n'est pas celle d'une femme de l'Ouest. Angela Merkel a beau être modeste, elle est aussi très mordante. Que reste-t-il quand Angela Merkel tombe dans un bassin rempli de requins? Il ne reste qu'elle. Portrait d'une dirigeante énigmatique dont le destin intrigue et fascine jusqu'à la sidération parfois. La trajectoire d'Angela Merkel, aucun scénariste n'aurait osé l'inventer. À une époque où l'exercice du pouvoir use irrémédiablement les chefs d'État, Angela Merkel jouit d'une notoriété inégalée dans son pays. Ce simple fait constitue déjà en soi un exploit. Il faut imaginer que cette femme a dans les 50 ou 60% de popularité, après 12 ans au pouvoir, un taux de satisfaction que n'avait même pas François Hollande 3 mois après son élection. Si les Allemands plébiscitent leur chancelière, c'est qu'ils apprécient autant ses compétences que sa légendaire simplicité. Ich koche so gut wie es geht jeden Samstag und Sonntag. Heute war es ein bisschen schlecht, aber ich versuche einkaufen zu gehen. Ich versuche so viel wie möglich auch selbst zu machen, also mich in die Dinge wieder reinzuversetzen. Ich muss zu Hause auch meine Wäsche zusammenlegen und die Waschmaschine füllen und mich mit solchen Sachen befassen. Depuis 30 ans, Angela Merkel habite au centre-ville de Berlin, dans l'île au musée, derrière cette façade d'immeuble banal. Si ce n'étaient les 2 policiers qui bavardent tranquillement devant l'entrée, rien n'indique que la chancelière réside ici, en compagnie de son mari Joachim Sauer, le seul des 2 à avoir indiqué son nom de famille sur l'interphone. On connaît très peu de choses sur leur vie intime. Les photos du couple sont d'une rareté et d'une banalité à toute épreuve. On sait qu'ils partagent la même passion pour la musique classique et la nature, séjournant dès que possible dans leur datcha, une maison très simple, à côté de Templin, la ville où Merkel a grandi. La modestie de Merkel tranche totalement avec le train de vie que mène l'Élysée, que ce soit les frais de bouche, les frais de mission et les frais de déplacement. On dit en Allemagne qu'elle refuserait même qu'on lui offre un Kleenex, tant son intégrité est grande. Quand vous êtes invité en tant que journaliste à la chancellerie pour un point de presse, on vous sert une soupe aux lentilles, un bout de pain, un peu de vinaigre pour assaisonner la soupe et quelques saucisses. Cela crée l'image d'une femme restée proche de ses racines qui ne s'intéresse ni aux richesses, ni à l'argent, ni aux ornements du pouvoir. C'est vraiment la chose moi, qui m'a toujours le plus frappé.
à chaque rencontre, c'est une femme simple. Elle est chancelière d'Allemagne, une des femmes les plus puissantes au monde. Vous discutez avec elle, il y a des tasses de thé, une théière, elle vous sert le thé. Cette modestie d'Angela Merkel plaît, ça a nourri sa popularité auprès des Allemands, au point qu'on l'appelle Mutti, ce qui veut dire mère, ce qui est très ironique quand on sait qu'elle n'est pas mère. C'est un peu comme si elle avait sacrifié ce rôle de mère pour se dédier totalement à tous ses enfants qui sont les Allemands. Un autre de ses traits de caractère appréciés en Allemagne est son aversion pour les confidences publiques. Même dans ce type de talk-show, la chancelière reste fidèle à sa ligne de conduite. Das nächste Paar, zwischen dem Sie wählen können, lautet reden oder schweigen. 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 Chef d'État hors norme, Angela Merkel est d'une discrétion à toute épreuve. Ses biographes admettent avoir échoué à faire la lumière sur cette femme dont la décision de se lancer en politique reste le mystère central d'une vie pleine de jardins secrets. Une chose est sûre. Concernant sa vie privée, Angela Merkel est extrêmement discrète. En France, les politiques et leurs conseillers sont des vraies pipelettes et c'est bien commode pour nous. Ce n'est pas le cas en Allemagne. C'est très difficile de faire parler les gens et l'entourage de la chancelière est incroyablement respectueux de la confidentialité. Par exemple, son ancienne couturière en a trop dit. Simplement en répétant qu'elle travaillait pour la chancelière, elle a été écartée de son cercle d'intime. Et cela s'explique tout d'abord par le fait qu'elle a grandi en RDA. Née en 1954, Angela Merkel a passé les 35 premières années de sa vie dans un monde désormais disparu. En Allemagne de l'Est, qui s'appelle alors RDA, un pays satellite de l'Union soviétique où règne une dictature communiste terrifiante. Cette atmosphère a forcément dû influencer sa personnalité. Elle y a appris très jeune qu'on ne dit pas n'importe quoi en public. Si on papotait imprudemment, on pouvait s'attirer de gros ennuis. Elle a au fond des tripes, au fond de son âme, marqué dans son corps, ces stigmates de la dictature, c'est-à-dire la peur, la compromission, le fait de devoir faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, etc. En RDA, si l'on veut être intégré à la société, il n'y a aucune autre alternative que celle de participer aux organisations communistes qui encadrent et surveillent les citoyens de tout âge. Angela l'a compris très jeune. Déjà à l'école, elle était quelqu'un d'engagé dans le collectif et appréciait la vie en communauté. C'est pour cela qu'elle a rejoint les Jeunes Pionniers de son plein gré, qui était l'organisation des enfants communistes en RDA. Elle a fait exactement la même chose à l'université. Elle a adhéré au FDJ, cette organisation de jeunesse du régime communiste. En 1973, Angela quitte sa famille pour étudier à l'université de Leipzig. À 19 ans, c'est une étape essentielle dans le parcours de la jeune provinciale ambitieuse. Elle a choisi d'étudier la physique. Pourquoi ? Parce que, dira-t-elle plus tard, même à l'Est, les tables de mathématiques et les lois naturelles continuaient d'être valables. Même pour Honecker, le redouté chef d'État de la RDA, 2 x 2 continuait de faire 4. La science, comme bouée de sauvetage dans un monde totalitaire. Alors que ses études touchent à leur fin, Angela rencontre en 1977, sur les bancs de l'université, celui qui deviendra son premier mari, Ulrich Merkel, que personne ne penserait plus à citer s'il ne lui avait laissé son patronyme. Leur union durera peu d'années, mais Angela restera Madame Merkel, ce qui n'est pas sans susciter quelques confusions. Ça crée toutes sortes de malentendus, puisque son actuel mari, qui s'appelle Joachim Zauber, fait partie des premières dames, et Nicolas Sarkozy avait fait cette gaffe mémorable en l'appelant Monsieur Merkel, et il n'avait rien dit, elle n'avait rien dit non plus par politesse, mais c'était vraiment à côté de la plaque. Au cours de ces années 70, le régime totalitaire de la RDA est à l'apogée de sa puissance.
Si Angela ne s'est jamais ouvertement révoltée contre le système communiste, elle a su en déjouer les nombreux pièges. À l'université, elle est secrétaire des jeunesses communistes, ce qui lui permet d'accéder aux pièces de théâtre, aux concerts et aux voyages organisés par le régime. Mais quand les autorités de son pays veulent qu'elle s'engage davantage, elle fait un pas de côté, comme elle le racontera une fois élue chancelière. Ich bin dann in einen Raum geführt worden, wo das angeblich stattfinden sollte, aber stattdessen saß dort jemand vom Ministerium für Staatssicherheit. Und ich habe dann sehr schnell gesagt, dass das für mich nichts ist, weil wir auch zu Hause immer so darüber gesprochen hatten, wenn mal sowas passiert, dass man einfach sagt, ich kann den Mund nicht halten, ich erzähle sowas immer meinen Freunden und damit war die Sache durchbrochen, weil das Schweigen war im Grunde die Grundvoraussetzung dafür, dass man geeignet war. Angela Merkel a donc agi comme beaucoup d'autres jeunes gens qui n'étaient pas particulièrement proches du régime communiste, mais qui ne voulaient pas que cette distance ait de graves conséquences sur leur vie sociale. En refusant d'espionner pour le compte de la Stasi, le puissant réseau policier de la RDA, Angela préserve toutes les chances d'un avenir dont elle n'a pas encore la moindre idée. Dans le rapport de la Stasi la concernant, on lit « Sa position envers notre État est critique. Elle assimile le rôle directeur de l'Union soviétique à une dictature, tout en restant fascinée par la langue et la culture russe. » Cette passion pour la langue russe, personne n'est mieux à même d'en parler qu'Erika Ben, qui fut l'enseignante de l'adolescente âgée de 14 ans. Un jour, une collègue très bonne professeure de russe me dit « J'ai une fille dans ma classe, elle parle déjà assez bien le russe. Elle s'applique beaucoup, c'est une bosseuse. » Je recherchais toujours des participants pour les tournois de russe. Angela a participé au concours de l'école, puis de l'arrondissement, puis du district, jusqu'à l'échelon national. Et elle a tout gagné. Angela était très réservée. Elle ne levait quasiment jamais les yeux. Moi, je lui disais, « Angela, regarde-moi. Pense au contact visuel. » Alors, elle a fini par relever la tête. Puis je lui ai dit, « Sois sympathique. Tu dois être sympathique. » Elle a fait beaucoup d'efforts, mais c'était difficile pour elle. Même aujourd'hui, quand on la voit, on le remarque encore. Il faut vraiment qu'elle fasse des efforts pour être avenante. Professeur un jour, professeur toujours. Aujourd'hui encore, Erika Ben écoute son élève devenue chancelière et tend l'oreille à chaque rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. J'ai bien écouté avant que l'interprète ne traduise. Elle parlait russe. J'ai toujours fait attention à ce qu'elle ne fasse pas de faute. Elle n'avait pas le droit d'en faire. Et puis est arrivé le chien de Poutine. En 2007, à l'occasion de l'une de ses premières entrevues avec la chancelière allemande, Poutine n'hésite pas à la tester. Il sait qu'elle a une peur bleue des chiens depuis qu'elle a été mordue enfant. Il lui impose la présence de son labrador sous les flashs des photographes. Elle ne bronche pas. Les nerfs d'acier de Merkel ont-ils impressionné Poutine? En tout cas, elle est l'une des rares dirigeantes à avoir l'oreille du maître du Kremlin. Angela Merkel n'aime pas du tout ces mecs virils, bourrés de testostérone. Quand j'étais ambassadeur en Inde, elle m'a confié un jour qu'un de ses interlocuteurs préférés était l'ancien Premier ministre Manmohan Singh. C'était un homme fragile et doux, parce qu'il avait été souvent malade. Ils se sont tout de suite très bien entendus. Les mecs comme Poutine, on sent même que dans sa gestuelle, elle ne les aime pas. La chancelière a une connaissance unique de la scène internationale et de ses dirigeants. Sa longévité politique, conjuguée à la stabilité et à la force économique de l'Allemagne, ont imposé son leadership au fil des années. La presse lui décerne régulièrement le titre de femme la plus puissante du monde. C'est donc à elle qu'Emmanuel Macron, le président de la République française tout juste élu, a consacré sa première visite officielle. C'est à elle aussi que Barack Obama a rendu hommage lors de sa tournée d'adieu après l'élection de Donald Trump. Tout un symbole.
Je me souviens, ils étaient tous les deux à la chancellerie. C'était un moment assez beau et assez émouvant parce qu'on voyait qu'il était extrêmement chaleureux avec elle. C'était comme une sorte de passage de flambeau. Les États-Unis ne sont plus ce qu'ils sont. Maintenant, c'est à toi de porter cette petite lumière qui reste de nos valeurs occidentales. Et c'était assez étonnant de voir cette femme qui a toujours ses épaules un peu rentrées en elle, dont on ne sait pas forcément ce qu'elle pense, dont on voyait presque physiquement, en quelque sorte, le poids des responsabilités qui pesaient sur elle. Mais ça dit aussi quelque chose de son propre rapport au pouvoir. Le leadership d'Angela Merkel n'a pas toujours été aussi incontesté. Il a même été violemment critiqué lorsqu'elle a imposé à la Grèce la politique d'austérité qui va plonger tout un peuple dans la misère à partir de 2008. 4 ans plus tard, ils sont nombreux à brandir dans les rues d'Athènes les portraits de Merkel et d'Hitler sur fond de croix gammées et de drapeaux nazis. Un amalgame terrible que la chancelière refusera de commenter. À ses yeux, une seule chose compte. Le pays doit maintenir ses restrictions budgétaires, même si une partie de la population grecque ne mange plus à sa faim. La crise grecque a montré que, à partir du moment où un peuple ne répond pas à ses critères, elle sait frapper très fort et sans pitié. Angela Merkel, c'était la Madame Non de l'Europe, c'était la Dame de Fer, c'était une sorte de Thatcher moderne. C'est vrai que la Grèce était un fail state, un État en faillite, c'est vrai. Mais en même temps, quand tu veux remonter un État, on ne peut pas mettre une population au piquet. Il faut lui redonner de l'espoir. Et donc cette dureté, c'était la pédagogie noire, j'appelle. C'est la pédagogie, on tape sur les doigts pour que les gens changent. Et ça, c'est une erreur avec des conséquences catastrophiques parce que c'était l'image de l'Allemagne qui dirige et domine l'Europe dans cette crise. Alors que les Grecs, comme les Espagnols, les Italiens et les Portugais, dénoncent la cruauté des diktats budgétaires qui leur sont imposés au nom de l'Europe, Merkel incarne une mère la rigueur sans pitié. Qu'importent les difficultés économiques quand on a la liberté. Pour elle, ces peuples ont la chance d'être libres. Ils vivent en démocratie. La chancelière n'a jamais oublié qu'elle a passé la moitié de sa vie enfermée à l'est de l'Europe. Il lui arrive souvent de le rappeler. Ich bin im unfreien Teil Deutschlands, der DDR, aufgewachsen. Viele Jahre habe ich, wie viele andere, von der Freiheit geträumt. C'est ce qui fait qu'elle n'a pas la même manière de réagir, la même vision du monde et surtout, elle a ancré dans ses gènes quelque chose de fondamental qui est que la liberté est un luxe qui peut se perdre, un luxe qui n'est pas acquis pour toujours et qui n'a pas de prix. Elle a vu ce que c'était que de vivre dans un pays avec des frontières qui équivalent au mur d'une prison puisqu'on ne pouvait pas sortir d'RDA. Au début des années 80, la population de la RDA vit dans un immobilisme mortifère. Angela a quitté Leipzig pour Berlin-Est et vient d'entrer comme chercheuse à l'Académie des sciences. Elle a 25 ans. Pour obtenir le titre scientifique de docteur, elle doit sacrifier à une dernière exigence du régime totalitaire, la rédaction d'un mémoire sur le thème « Qu'est-ce qu'un mode de vie socialiste ?» Elle n'obtient que la mention passable. Collègue et ami d'Angela Merkel à l'Académie des sciences, le dramaturge Michael Schindelm témoigne de ces années où les heures passaient plus lentement que partout ailleurs. La Angela Merkel que j'ai connue à cette époque était quelqu'un de très réaliste, qui ne se faisait d'illusions ni sur l'état de la RDA, ni sur les possibilités de notre travail scientifique. Par exemple, le centre de calcul, comme on l'appelait, avait un ordinateur qui était tout sauf performant. Pour ceux qui n'étaient pas membres du Parti communiste, les relations avec des collègues d'autres pays étaient quasiment impossibles, du moins extrêmement difficiles. Bref, cela n'avait rien d'un institut scientifique où des chercheurs de pointe poursuivent leurs recherches. Divorcée d'Ulrich Merkel,
Angela rencontre son nouveau compagnon qui est son actuel mari, Joachim Sauer, un brillant physicien qui travaille aussi à l'académie. Elle vit dans un squat, ce qui est peu courant pour une future chef d'État, à Berlin-Est, à la Templinerstrasse, tout près du mur. C'est une situation paradoxale de vivre dans une ville coupée en deux. Il faut s'imaginer que le matin, comme Angela Merkel, pour me rendre à l'Académie des sciences, je prenais le métro aérien direction le sud. Le métro longeait à plusieurs endroits le mur de Berlin et nous permettait de regarder au-delà, un monde que jamais on ne visiterait, qui semblait être comme un au-delà inatteignable. La deuxième vie d'Angela Merkel commence ce soir-là, en novembre 1989. Le mur qui sépare l'ouest et l'est de l'Allemagne tombe enfin. Pourtant, et c'est toute elle, la jeune femme de 35 ans ne se joint pas à la liesse des habitants de l'Est qui déferlent en raz-de-marée sur Berlin-Ouest. La nuit de la chute du mur, on sait qu'elle a appelé brièvement sa mère. Et après, elle s'est rendue au Sonac comme tous les jeudis soirs. Finalement, elle s'est quand même aventurée à l'ouest avec sa famille. Mais évidemment, sans faire la fête jusqu'au petit matin. Car il fallait être à l'académie le lendemain pour travailler. Quelques mois plus tard, au début de l'année 1990, Angela s'implique dans les changements que l'écroulement du bloc communiste entraîne. Elle rejoint le Demokratische Aufbruch, un parti centriste qui vient de se fonder à l'Est après la chute du régime. C'est son premier acte politique et la chance d'une autre vie. Elle entend ne pas passer à côté. Le programme du jeune parti sonne comme une anticipation du pragmatisme actuel de la chancelière. Nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous allons de l'avant. L'avocat Lothar de Maizière, premier dirigeant démocratique de l'Allemagne de l'Est, la repère rapidement. Quand je l'ai connue, elle s'habillait tout à fait comme une jeune scientifique en RDA. Une jupe cousue main, des sandales très simples, des chemisiers un peu bizarres. Bref, pas le grand chic. J'ai donc pris à part la chef de mon bureau, car moi-même, je n'osais pas. Et je lui ai dit, « Écoute, Sylvia, discute un peu avec la docteure Merkel. Quand nous partirons dans le grand monde, il faudra peut-être qu'elle ait quelque chose de bien à se mettre. » Les apparences extérieures n'avaient aucune importance pour elle. Convaincu des qualités de sa jeune recrue, Lothar de Maizière nomme Angela porte-parole des relations avec la presse dans son gouvernement. J'ai tout de suite remarqué qu'elle savait très bien modérer les oppositions entre les différents partis politiques. J'ai également remarqué qu'elle avait la capacité de faire une synthèse très courte dans des contextes très compliqués. Déjà à cette époque, j'étais convaincu qu'intellectuellement, elle était apte à remplir les plus hautes fonctions. En revanche, je ne la sentais pas capable de cette force de s'imposer dont elle a fait preuve plus tard. Dès lors, Angela Merkel s'inscrit dans la marche de l'histoire. Lothar de Maizière l'embarque dans l'avion qui emmène à Moscou la délégation chargée de régler la situation de l'Allemagne réunifiée. Petite main, elle assiste à la signature du traité historique qui met fin à la guerre froide et à la division de l'Europe. Elle était donc présente lors des entretiens avec Gorbatchev. Elle prenait des notes de ce qui se disait pour en rédiger un compte-rendu. Pour la jeune femme grandie à l'Est, le moment a dû être inoubliable. De retour en Allemagne, Angela Merkel se lance vraiment dans la politique. Sous l'étiquette CDU, qui désigne la droite allemande, elle tente sa chance comme députée dans une région en totale déshérence, au bord de la mer Baltique. On l'envoie à Stralsund, il y a des pêcheurs, elle vient leur dire voilà, je suis candidate, est-ce que je peux vous parler? Et puis elle dit bah viens boire un schnapps. Et ils l'accueillent dans leur cabane et elle est là assise timidement avec son verre de schnapps. Elle est pataude, maladroite et ça c'était le moment qui a scellé ses débuts en politique. Qui peut alors imaginer que cette jeune femme timide dirigera l'Allemagne 15 ans plus tard? Certainement pas le chancelier Helmut Kohl,
qui vient de la repérer grâce à l'entremise de Lothar de Maizière. J'ai discuté avec Kohl. Il voulait nommer une femme de l'Est pour un ministère de moindre importance. Je lui ai dit, je vous conseillerais de prendre la docteure Merkel. Vous allez voir, elle est futée. Par la suite, il m'a donné raison. Le chancelier la prend sous son aile et lui attribue en 1991 un premier ministère, celui des droits de la femme et de la jeunesse. Merkel a tout pour intéresser Kohl, l'artisan de la réunification des deux Allemagnes. Élevée côté Est, c'est une femme dans un milieu qui n'en compte quasiment pas. Elle est protestante, comme la majorité des Allemands de l'ex-RDA, alors que les catholiques résident plutôt en RFA. À 36 ans, elle est la plus jeune ministre en exercice. La presse lui tire dessus à boulet rouge, l'appelant au choix la jeune fille de Kohl, la coureuse de fond, la physicienne de pouvoir ou la femme mal habillée. Quant à la surprise générale, elle devient en 1994 ministre de l'Environnement. Sa fulgurante ascension est encore une fois attribuée à l'entichement de Kohl, qui l'appelle affectueusement « ma petite fille ». Il ne faut pas surinterpréter le « ma petite fille » de Kohl, car il avait ce côté patriarcal et condescendant. Mais beaucoup d'observateurs et de journalistes ont fait remarquer à juste titre qu'une des forces politiques d'Angela Merkel venait du fait qu'elle a constamment été sous-estimée. On ne se rendait pas compte que sa discrétion, ou son caractère effacé, cachait un esprit extrêmement vigilant et, on peut le dire, une volonté de puissance extrêmement marquée. En 1999, un gigantesque scandale secoue l'Allemagne et éclabousse directement le chancelier Helmut Kohl. Des pots de vin ont été versés à la CDU au gré des privatisations en ex-RDA. Au nom de la parole donnée, Kohl refuse de révéler l'identité de ceux qui se sont enrichis. Dans le plus grand quotidien allemand de droite, Angela Merkel, indignée, lâche publiquement son mentor. Comme un adolescent à la puberté, le parti doit quitter la maison, suivre son propre chemin. Telle la justicière de la CDU, elle assène un coup fatal à son Pygmalion. On avait franchement le souffle coupé, parce que personne n'avait osé s'attaquer à Kohl. Et il y avait de quoi, c'était comme une espèce de colosse ambulant. C'était vraiment David contre Goliath. Mais ça a mis en marche, d'un coup, tout le monde est sorti derrière les barrières. Il suffisait qu'il y en avait un qui jetait la première pierre et après ça a été le déferlement. Il n'y a plus personne à la tête de la droite allemande, la voie est libre. Contre toute attente, Angela Merkel devient présidente de la CDU en avril 2000. Elle peut être émue. Dans l'histoire politique allemande, aucune autre personnalité n'est passée aussi rapidement de l'ombre à la lumière. Cela lui aura pris 10 ans. Et j'ai eu l'intuition à ce moment-là, donc des années avant qu'elle ait été candidate, que c'est bien possible qu'un jour elle serait chancelière. Quand je lui ai dit, elle n'était pas contente du tout. C'est comme si I'd call her bluff. Comme au poker, vaut mieux se protéger. Le cinéaste a vu juste. Aux élections fédérales de 2005, c'est tout naturellement Angela Merkel pour la CDU qui se présente face au chancelier sortant, le social-démocrate Gerhard Schröder. Le soir de l'élection, celui qui sera dans quelques heures l'ex-chancelier a cette phrase d'une misogynie sidérante au cours d'un débat en direct à la télévision. Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. La nuit de l'élection, quand Schröder ne voulait pas concéder la victoire et qu'elle était tellement abasourdie, quel culot! Elle avait la majorité des voix et lui il dit non mais c'est moi qui suis chancelier. Et ça là, toute rationnelle qu'elle est, elle n'a pas pu croire qu'un homme puisse vivre dans un tel déni de la réalité. Les scores comme les faits sont têtus. C'est bien Angela Merkel qui est élue première chancelière de l'Allemagne ce 22 novembre 2005.
Quelques mois auparavant, elle a accompli une transformation qui donnera sa forme définitive au personnage qu'elle a décidé de devenir. Au cours de l'été 2005, elle confie sa tête au meilleur coiffeur de Berlin. Franges éclaircies, volume au-dessus des oreilles, traits d'eyeliner sur les paupières. L'Allemande de l'Est, malatifée, a trouvé son look. Il ne connaîtra plus d'autre variation que la couleur de ses vestes à la coupe immuable. Elle l'assume avec humour. Ich habe heute früh vor meinem Kleiderschrank gestanden und irgendwie gedacht, rot geht nicht, knallgrün geht nicht, blau war gestern, was machst du? Die Kette ist die gleiche wie gestern, damit es keine weiteren Diskussionen gibt. Le matin, elle arrive à la chancellerie. Il y a cet appartement de service pour les chanceliers dans lequel elle n'habite pas. Dans l'ancienne chambre à coucher de Gerhard Schröder, elle a fait installer son cabinet de maquillage. Et c'est là qu'elle se fait faire une beauté pour la journée. Si vous voulez, c'est un comportement un peu masculin. Comme les hommes, les managers, les politiciens, qui enfilent leur costume le matin, mettent une cravate et n'ont plus à se préoccuper de la question des vêtements, Merkel a aussi adopté un look qui ne varie que sur des nuances et qui lui permet de passer sa journée sans y penser. Désormais libérée de ses préoccupations futiles qui lui importent si peu, la chancelière impose un style de gouvernement radicalement nouveau. Elle s'appuie sur un réseau de femmes qui constitue son premier cercle. Ursula von der Leyen, ministre de la Défense charismatique, surnommée par les médias la chancelière bis, qui est de surcroît mère de 7 enfants. Annette Schavan, aujourd'hui en poste au Vatican, qui permet à la chancelière protestante d'accéder au flanc catholique de la CDU. Et surtout, Eva Christiansen, l'indispensable conseillère en communication, et Beate Baumann, sa directrice de cabinet qui ne l'a jamais quittée depuis son entrée en politique. Et c'est drôle parce que ces deux femmes sont un peu le contraire l'une de l'autre. C'est comme on dirait le good cop, le bad cop. Eva Christiansen est absolument charmante, une jolie blonde, souriante, chaleureuse, plutôt bavarde et avenante, alors que Beate Baumann est une garçonne un peu revêche, qui ne reçoit jamais les journalistes et qui en fait un principe. On ne mélange pas les vies privées, elles se vouvoient, elles se respectent, elles ne savent rien à part le minimum des vies privées des unes et des autres. Et je pense que ça aussi, c'est un secret de fabrication d'Angela Merkel qui fait sa force. Un autre de ses secrets de fabrication est sa façon si particulière de prendre les décisions. Arrivée au pouvoir, la chancelière n'a jamais oublié sa formation scientifique. Elle en a conservé une manière unique d'aborder la politique et de résoudre les problèmes. Face aux problèmes complexes, elle fait une analyse très précise de la situation. Elle la décompose en petites portions et les traite une par une. Pour elle, tout passe par le mental. Cela ne veut pas dire qu'elle n'ait ni conviction ni passion. Mais tel que je l'ai observé, son approche des défis politiques est très rationnelle. Elle, c'est plutôt les analyses scientifiques, les expérimentations, les données objectives. Elle analyse les problèmes froidement, elle essaye de trouver une solution, mais elle n'y met pas de passion, d'enthousiasme, comme on peut le faire par moments. Elle n'a pas le romantisme du pouvoir. Chateaubriand, ça ne doit pas être son truc. Par principe, Angela Merkel ne sacrifie jamais à l'urgence. Elle interroge, écoute, sonde, multiplie les SMS dont elle raffole, croise les sources d'informations, comme si, réminiscence de l'Est encore, elle craignait d'en manquer. Je pense qu'Angela Merkel, dans ses jeunes années, s'est toujours définie par rapport à un père dominateur. C'est pour cela qu'elle a choisi d'appartenir au courant conservateur.
En effet, pour comprendre la chancelière, il faut revenir sur les lieux de son enfance. Là où son père, Horst Kastner, un pasteur protestant surnommé le Pasteur Rouge, a choisi de s'installer. En 1954, quelques mois après la naissance d'Angela Merkel, la famille qui vit à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest, déménage à l'Est. Il n'était pas extraordinaire que des pasteurs de l'Ouest prennent en charge une paroisse en Allemagne de l'Est. Ils faisaient cela d'abord avec la conviction que les chrétiens de l'Est et de l'Ouest ne faisaient qu'un, qu'on se devait d'épauler les frères dans la foi à l'Est, justement parce qu'ils vivaient dans une situation difficile. Et puis, certains voyaient, comme le père d'Angela Merkel, une perspective d'avenir pour l'Allemagne dans le projet socialiste. Le parcours familial des Kastner est à rebours du flux migratoire. Ils sont des millions d'Allemands à fuir alors le régime communiste de RDA pour rejoindre la RFA. Jusqu'à ce qu'un mur, érigé en 1961, mette un terme à cette gigantesque hémorragie. À ce moment-là, la famille Kastner vit depuis quelques années déjà côté Est, à 150 km de Berlin, dans la petite ville de Templin, au Waldhof. Angela est âgée de 7 ans. C'est une photo sur laquelle Angela et moi sommes enfants. Je suis là et voilà Angela. Elle a été prise ici au Waldhof, un établissement psychiatrique géré par l'Église où nous avons passé notre enfance. Le Waldhof existe toujours. La maison des Kastner, située en pleine nature au bord d'une petite rivière, n'a pas changé. Les malades mentaux y sont accueillis encore aujourd'hui. On se dit qu'un tel univers a forcément laissé une profonde empreinte sur la jeune Angela. Ce qui nous a marqué, c'est qu'il y avait donc des malades mentaux qu'on soignait ici. On les aidait à mener une vie digne. Nous vivions à leur côté du matin au soir. Pour nous, c'était tout à fait normal d'être avec eux. Moi, par exemple, c'est un des patients qui m'a appris à jouer aux échecs. Élevée à l'Est, Angela grandit dans un contexte très particulier. Elle vit dans une enclave religieuse, alors que la religion est à peine tolérée en RDA. Pour le régime, croire en Dieu est subversif et éclipse la croyance dans le communisme, la seule qui vaille. Nous étions marginalisés parce que nous vivions au Waldhof. Les gens de Templin méprisaient le Waldhof. C'était là que vivaient tous les débiles. L'Église, si elle était tolérée, n'était pas bien vue. Ceux qui vivaient dans un contexte religieux étaient a priori mal vus par l'État et l'institution scolaire. Dès sa première année scolaire, Angela a compris qu'elle devait être la meilleure pour éviter d'être rejetée par le système communiste. Elle y parvient sans aucune difficulté et sera toujours en tête de classe au cours de ses études. Lothar de Maizière, le premier ministre librement élu en RDA, lui aussi issu d'une famille protestante, l'a formulé ainsi. Nous, les enfants de familles de pasteurs ou de familles simplement chrétiennes, nous devions toujours avoir une avance de quelques dixièmes de seconde sur le 100 mètres par rapport aux autres pour nous imposer. Cette mentalité s'applique pleinement à la jeune Angela Kastner. Au Waldhof, la vie des Kastner est sereine. Elle doit ressembler à ces images tournées dans une communauté chrétienne de la RDA. Le pasteur Kastner est très occupé entre ses séminaires et ses responsabilités religieuses. Si elle ne s'est jamais plainte, Angela dira plus tard qu'il ne consacrait que très peu de temps à la vie de famille. Aujourd'hui encore, la position d'Horst Kastner par rapport au régime communiste n'est pas élucidée. On sait qu'il critiquait le régime tout en aspirant à l'idéal socialiste et à la mise en commun des biens. Et il bénéficiait de libertés que seuls les protégés de la nomenclatura pouvaient se permettre. Elle a été fille de pasteur dans une dictature. Donc tout ça avec, dans un milieu où les protestants étaient mal vus, mais en même temps son père était plutôt bien vu. Donc on ne sait pas très bien d'ailleurs quel genre de rapport il entretenait avec cette dictature. Il y a un mystère autour de la relation de son père avec le régime communiste. Trop jeune pour s'interroger sur les contradictions paternelles, la fille des Kastner est la blondinette de l'Est qui porte des blue jeans,
expédiée par la famille restée à l'Ouest. Elle collectionne des cartes postales représentant des œuvres d'art et préfère les Beatles aux Rolling Stones. Un mélange détonnant qui fait d'elle une personnalité tout à fait singulière. Il y a deux valeurs très fortes qu'elle rassemble en elle, qui sont à la fois le sens de la liberté et la valeur protestante et chrétienne, c'est-à-dire quand même une certaine forme d'amour de l'humanité, d'amour du prochain. Il faut avoir ça en tête quand on essaie de comprendre Angela Merkel qui, presque du jour au lendemain, décide d'ouvrir les frontières là où personne en Europe ne l'a imité. Contre toute attente, face aux chiffres toujours croissants des réfugiés massés aux frontières de l'Europe, aux corps sans vie repêchés dans la Méditerranée et au silence assourdissant des dirigeants européens, la chancelière annonce qu'elle ouvre les portes de l'Allemagne le 31 août 2015. En un an, son pays va accueillir 1 million de réfugiés, là où partout en Europe on les rejette. Ce revirement est proprement stupéfiant. Même si la dénatalité allemande permet ce type d'audace, le geste de la chancelière reste inouï et a profondément changé l'image de l'Allemagne dans le monde. En ouvrant la frontière aux réfugiés, Angela Merkel a soudain montré un visage humain qu'on avait totalement oublié, notamment pendant la crise grecque. De mère la rigueur, elle est devenue une sorte de mère Teresa aux bras ouverts. Elle a laissé entrer énormément de réfugiés. Tout à coup, elle a imposé une politique qui ne lui ressemble pas. C'est une décision d'Angela Merkel qui m'a surpris. C'était une décision courageuse. C'était une décision libre. Et je pense qu'un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui a du courage et beaucoup de liberté. Il faut dire là aussi que les Allemands avaient une politique très très dure sur l'immigration, surtout sur les réfugiés. Quand les Italiens s'étaient plaints, les Espagnols, on n'y arrive pas, la Merkel répétait Dublin, 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 c'est à vous de résoudre le problème, pas à nous, c'est les accords européens. L'accord de Dublin en question stipule que la demande d'asile des réfugiés doit être examinée par le pays de l'Union européenne dans lequel ils sont entrés. Il s'agit donc des pays de la Méditerranée. Et l'Allemagne n'est pas concernée. Cette règle s'inscrit dans le contexte d'une politique d'immigration allemande très sévère. La chancelière l'a encore répété en direct sur un plateau télévisé à une jeune Palestinienne qui témoignait de la difficulté de vivre sans papier. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann. Ja, ist klar. Bist ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den Libanon gibt es noch Tausende und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind Vous vous souvenez de cette scène avec la jeune Palestinienne à qui elle explique que, en gros, l'Allemagne ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et ça lui a été beaucoup reproché, justement. Là, elle était encore dans cette image de chancelière au cœur de pierre. Et elle comprend que là, il y a une rupture avec son opinion publique qui se crée, parce que c'est quelqu'un, Merkel, qui est très attentive aux enquêtes d'opinion. On le sait assez peu, mais qui suit de façon très très pointilleuse l'état de l'opinion publique. Et au retour des vacances, d'août 2015, là, elle comprend qu'il faut qu'elle soit à la hauteur des attentes et des espérances placées en elle. Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Face donc à la vague de réfugiés aux frontières donc de la Macédoine et de la Hongrie, elle a décidé en une nuit d'ouvrir les frontières. Et avec cette phrase, on y arrivera, wir schaffen es. On va y arriver. Qui a libéré une partie de la société allemande, qui s'est mobilisée. Des amis à moi, du jour au lendemain, ont pris des vacances pour accueillir des réfugiés, pour travailler volontairement dans des camps, pour faire la collecte des vêtements. Donc il y a eu vraiment un mouvement extrêmement positif qui a fait du bien à tout le monde. Et le pays a soutenu Angela Merkel
et sa vision audacieuse, visionnaire et humaniste de la politique. Elle cherchait à prendre une décision qui lui permettrait de se regarder encore dans la glace le lendemain matin. C'est un de ces rares moments où de profondes convictions morales débouchent directement sur des décisions politiques. Je trouve qu'elle a fait preuve d'une impressionnante grandeur historique. Ce sera le moment qui restera dans l'histoire. Il y a peut-être un autre aspect propre au protestantisme. On connaît la très fameuse phrase de Martin Luther quand il a dû se présenter devant l'empereur et qu'on a exigé de lui qu'il révoque ses thèses pour sauver sa peau. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement. Je pense que ça peut s'appliquer à Angela Merkel régulièrement et notamment dans cette situation. Même si un grand nombre de ses conseillers lui a dit « Ne fais pas ça, ça va te causer des ennuis », politiquement ce n'est pas habile de prendre à ce point la défense des réfugiés. Pour elle, visiblement, il s'agissait de dire « Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement ». Elle a aussi, comme tous les Allemands, en tête que l'Allemagne a relevé déjà beaucoup de défis en matière de réfugiés. Après la guerre, dans la ruine et le chaos, 12 à 14 millions de réfugiés des territoires orientaux de l'Allemagne ont afflué en Allemagne de l'Ouest. Il a fallu les héberger. Ensuite, quand le mur est tombé, ce sont encore des millions de personnes qui sont venues de RDA, de Russie et d'Europe de l'Est qu'il a fallu aussi absorber. Et de manière générale, ça s'est bien passé. Donc, pour moi, la crise des réfugiés et la manière dont elle a été accueillie en Allemagne montrent que ce pays, plus que d'autres pays, a une confiance dans ses institutions démocratiques, dans la stabilité de ses dirigeants politiques, qui lui permet de relever ce défi d'accueillir 1 million de réfugiés, alors que dans le même temps, en France, on panique pour 20 000 réfugiés. Deux ou trois mois après, il y a un sommet européen. Et là, Orban, Premier ministre hongrois, lui dit « Vous allez faire comme moi à la fin, vous allez lui mettre des barbelés à vos frontières pour arrêter les barbares. » Et là-dessus, Merkel lui répond « Monsieur Orban, j'ai vécu et j'ai grandi en Allemagne de l'Est. Tant que je serai responsable d'un gouvernement allemand, il n'y aura plus jamais de barbelés aux frontières allemandes. » Lâchée par l'Europe qui ne la soutient pas dans son élan de solidarité, Angela Merkel se retrouve pour la première fois réellement fragilisée quand l'AfD, parti d'extrême droite, opère un retour en force avec d'impressionnantes victoires au régional de 2016. Du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans ce pays que l'on pensait pour toujours préservé du populisme nationaliste en raison de son passé nazi. Dès qu'elle s'aventurait quelque part, sur une place, dans un centre-ville, il y avait tout de suite une bande de manifestants qui criaient « À bas Merkel, tu nous as trahis ». Et finalement, l'AfD s'est constituée comme un parti anti-Merkel. Depuis, donc ça fait à peu près 1 an, maintenant, elle a repris en fait la main de façon assez spectaculaire et avec une façon de procéder qui est typique, je crois, de la chancelière Merkel. C'est-à-dire que Merkel a compris à l'approche des élections qu'il fallait peut-être qu'elle adopte un ton plus ferme vis-à-vis de cette question migratoire. Und auch ganz klar das Signal zu senden, kommt gar nicht erst, ihr habt hier keine Chance. Bei den Flüchtlingen des westlichen Balkans haben wir jetzt die Situation, dass kaum noch einer kommt, weil jeder weiß, es hat keinen Sinn. Et donc, coupons un peu l'herbe sous le pied de cette extrême droite, et depuis, force est de constater que ça marche plutôt dans les sondages. Malgré la crise provoquée par l'arrivée massive des réfugiés, les scores de l'extrême droite ont diminué de moitié. Il faut le reconnaître, la chancelière a retrouvé les coups des franches. Mutti Merkel met méthodiquement KO tous ses adversaires, d'abord dans son propre parti, où elle n'a pas préparé sa relève. Craindrait-elle la concurrence? Si c'est le cas, c'est l'un de ses rares aveux de faiblesse. Quand on regarde la CDU aujourd'hui,
Il n'y a aucun successeur potentiel à Angela Merkel. Elle les a écartés. Elle n'a pas formé de successeur. Donc, elle est très jalouse de son pouvoir. C'est quelqu'un qui a conscience de son pouvoir et qui peut être très autoritaire. Dans la vie privée, elle peut être très cassante avec des gens. L'amitié avec elle n'est pas facile. Je ne vais pas employer le grand mot orgueil, mais il y a quelque chose qui est là, qui arrive quand vous avez du succès, c'est que vous croyez vous êtes le seul à savoir bien faire. Personne à la CDU, donc. Pas grand monde non plus dans l'opposition, qui a bien du mal à trouver sa ligne, face à une chancelière qui préférera toujours le pragmatisme au dogmatisme. Wir wollen, dass der Strom der Zukunft sicher sein soll, zugleich verlässlich und natürlich wirtschaftlich. Und für diesen Strom der Zukunft brauchen wir eine neue Architektur unseres Energiewesens. Là où elle a été impressionnante, c'est Fukushima, c'est-à-dire après la catastrophe au Japon. Et elle dit, je me suis trompée sur le nucléaire, on ne peut pas le maîtriser. Et ça, c'était impressionnant parce que c'est la seule responsable de gouvernement, le seul chef d'État, la chef d'État, qui a tiré les conséquences à chaud de Fukushima. En 2011, la chancelière annonce un calendrier de fermeture des centrales, qui va lui coûter une fortune, mais lui concilier les mouvements antinucléaires. Désormais, le Parti vert des écologistes, autrefois très puissant en Allemagne, peine à se différencier et lui accorde souvent la confiance au Parlement. Quant au SPD des sociaux-démocrates, ils ont bien du mal à convaincre le pays que le temps du renouvellement est venu, en dépit de la popularité de leur actuel leader, Martin Schulz. Elle a le talent de piquer les thèmes des autres partis. Elle a piqué la question sociale et la question des femmes au SPD. Elle a donc réussi à élargir sensiblement les bases de son pouvoir. Et c'est à mon sens un chef-d'œuvre stratégique d'Angela Merkel. Souvent sous-estimée, la chancelière venue de l'Est a profondément transformé le paysage politique de son pays et méticuleusement éliminé toute contestation du grand art. L'Allemagne est un pays à forte inégalité, donc injuste, qui fonctionne. La France est un pays à fortes inégalités qui ne fonctionne pas. Donc il y a une dynamique en Allemagne. Le nombre des chômeurs baisse tous les mois. Alors on dit, oui, mais c'est des petits boulots, oui, mais c'est... En partie vrai, en partie pas vrai. Le pouvoir d'achat augmente en Allemagne. L'introduction du salaire minimum est une réalité, il est insuffisant. Il y a une précarité, il y a des pauvres, mais en fin de compte, vous avez 70% des Allemands qui, disons, une vision optimiste de l'avenir. Voilà, c'est tout. Et c'est pas la même chose en France. Après plus d'une décennie à la tête de l'Allemagne, la femme la plus puissante du monde ne semble pas prête à passer la main. Elle a une haute idée d'elle-même et considère que personne d'autre n'incarne ce mélange de compétences et d'autorité morale. Elle estime être la seule à défendre au mieux l'économie de son pays et l'image de l'Allemagne au-delà de ses frontières. On dit que son mari l'appelle en privé « ma chancelière », un surnom affectueux qu'il pourrait encore lui donner quelques années. Voilà pour ce documentaire Merkel, une histoire allemande. C'est maintenant l'après-doc avec sur ce plateau Marion Van Rentergem que nous avons aperçu dans le film, grand reporter à Vanity Fair, auteur de Angela Merkel, l'OVNI politique. Et puis Michel Meyer, ancien correspondant en Allemagne pour le service public, qui est en train de rédiger un dictionnaire amoureux de l'Allemagne. Autant dire qu'ils sont les bienvenus sur ce plateau. Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous deux. On va parler de l'Allemagne et des enjeux d'Angela Merkel, là, dans les jours qui viennent, l'élection de dimanche, parce que Angela Merkel, elle est bien partie pour avoir un 4e mandat, mais ce qu'on voit quand même, c'est l'extrême droite qui monte et les tabous qui remontent à la surface, non ?
Vous avez raison, on se focalise beaucoup sur le débat Schulz-Merkel, alors qu'il se passe aussi des choses à l'intérieur du Parlement, et notamment il va y avoir pour la première fois depuis l'après-guerre la présence de l'extrême droite. L'Allemagne est entrée peu à peu dans une forme de normalité européenne, occidentale, depuis l'après-guerre. Angela Merkel est la deuxième chancelière à être née après ou juste après la guerre. Malheureusement, la normalité, ça signifie aussi en Europe la montée des populismes, et l'Allemagne elle devient normale à tout point de vue. Michel Meyer, ce sont les démons qui remontent là? Oui, et des démons qui ont été réactivés, bien entendu, par la problématique des migrants, et les 10 points de Allianz für Deutschland viennent de là, très largement, avec bien entendu le recyclage d'anciens nazis qui se trouvent dans les 4-5 points comme toujours. Alors, bien entendu, c'est une gêne considérable. Ça ne fausse rien en termes électoraux dans la mesure où l'allié de substitution pour une coalition qui ne sera pas une grande coalition, à mon avis, ce sont les libéraux qui partent de 5 points ou de moins de 5 points à 10 points. Donc, à mon avis, elle continuera sa route avec les libéraux, qui seront des libéraux économiques assez exigeants, à mon avis, mais c'est ce qui se dit. Elle saura faire. Marion Van Intergem, pour votre livre, vous avez rencontré plusieurs fois Angela Merkel, de près ou de loin, vu comme cela, là, comme on l'a vu là, dans le documentaire. Plutôt de loin que de près. Oui, d'ailleurs, justement, parce que ce n'est pas le genre de femme à qui on a envie de taper sur l'épaule, quand même, ce n'est pas le genre. Non, elle est assez revêche, elle est extrêmement réservée et cohérente et disciplinée dans cette réserve. Il faut aussi savoir se souvenir d'où elle vient. Elle vient de cette Allemagne de l'Est, d'un régime totalitaire, où tout voisin est un délateur en puissance, où on apprend la prudence, on apprend le silence, on apprend à parler doucement et peut-être à toujours savoir qu'on est peut-être sur écoute, qu'un voisin peut se transformer encore une fois en délateur. Donc elle vient de là, et j'étais intéressée de voir que dans le film, sa prof de russe lui dit « mais regarde dans les yeux, ne sois pas toujours si déplaisante, etc. » Mais c'est aussi un apprentissage céleste. Décomplexée, non pas seulement sur le plan de l'usage du russe, qu'elle parle parfaitement, et ses dialogues avec Poutine sont extrêmement fructueux, y compris lorsqu'il s'agit à Minsk de trouver des compromis. Mais effectivement, elle est très renfermée, mais sa puissance d'expression, c'est quand même de considérer qu'elle a tout fait et elle sait tout faire. Et elle croit en elle à un degré tout à fait considérable, en partant bien entendu d'un dressage politique au sein des jeunesses communistes, des FDJ d'Allemagne de l'Est, où elle se comportait de façon assez stricte, mais également parce que c'est une scientifique. Elle connaît tout sur le sexe des hydrocarbures. Et ça l'aide. En termes de physique, et elle procède de manière scientifique, c'est-à-dire d'erreur en erreur, pour atteindre la vérité, une vérité qui est toujours relative. Alors, c'est très compliqué de discuter avec quelqu'un qui possède tout ça. Voyez, elle est quand même mystérieuse pour nous qui sommes latins, nous les Français, cette Angela Merkel, parce que bon, elle est austère, voire revêche. Comment alors est-ce que vous expliquez cet attachement, voire même cette fascination des Allemands pour Angela Merkel ? Elle leur ressemble. Elle ne fait pas de vagues. Elle accompagne le mouvement de l'Allemagne. Elle a beaucoup de chance d'être arrivée à un moment où l'Allemagne se portait bien. Je pense que Angela Merkel, en France, par exemple, face à la radicalité française, à l'esprit peu civique de la France, aux contestations parfois de la légitimité du suffrage universel, comme on voit chez quelques radicaux chez nous, elle serait totalement désemparée. Elle est totalement en phase avec cette Allemagne qui est assez paisible, qui, comme disait Danny Cohn-Bendit, se porte globalement bien. Angela Merkel, c'est la culture allemande, c'est l'âme allemande. Sauf qu'il ne faut pas oublier que si l'Allemagne se porte bien, notamment économiquement, c'est grâce à Schröder qui a fait le ménage avant elle, et elle en a profité en arrivant au pouvoir. À propos de ménage, elle aussi, elle a fait le ménage. Parce que vous avez remarqué que c'est quand même une femme de pouvoir. Personne ne lui résiste. Elle va entamer son 4e mandat. Elle a fait tomber Kohl quand même. Alors, est-ce que c'est une opportuniste ou est-ce que c'est une femme de conviction ? C'est une femme qui est forcément opportuniste, car arrivant d'Allemagne de l'Est, dans cette espèce de paysage qu'elle ne connaissait nullement en Allemagne de l'Ouest, elle a su trouver des alliés précieux, qui sont d'ailleurs aujourd'hui autour d'elle, et notamment, je parle d'un monsieur qui s'appelle Altmaier. Alors, on dit toujours chercher la femme, mais il faut chercher l'homme de temps en temps. Et là, Altmaier, c'est depuis l'époque de ce qu'on appelait la Pizza Fraction à Bonn, où dans une
pizzeria, il montait toutes les combinations pour atteindre le pouvoir. Et l'ultime moment ayant été cet article où elle a littéralement tué Helmut Kohl. Pourquoi ? Parce que tous les mâles testoronés qui essayaient de faire la même chose, ils hésitaient. Et elle y est allée. Elle était là. Alors ça, c'est la conquête du pouvoir, mais au-delà de ça, est-ce que c'est une femme de conviction ? Parce que Daniel Cohn-Bendit disait tout à l'heure, elle a mis en place le salaire minimum, mais ce n'était pas son idée à l'origine. Pour moi, elle n'a aucune conviction. C'est vraiment, et comme disait Michel, c'est une femme, une des clés d'explication d'Angela Merkel, c'est le fait qu'elle est une mathématicienne. Et elle résout les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent à elle. Donc, de même qu'elle n'avait absolument pas pensé à la fin de la dictature, ni à faire de la politique. Elle pensait être chercheuse en physique toute sa vie. Il faut que le mur de Berlin tombe pour qu'elle réexamine la situation. Elle voit un nouveau paysage qui se présente. Elle n'a jamais été héroïque, ni résistante, ni rien du tout. Tout d'un coup, elle se dit, tiens, c'est intéressant la politique. Et puis tiens, elle rentre dans un local et il se trouve que ça va la mener de pas en pas, mais de petit pas en petit pas à la CDU. Alors, il y a aussi un autre exemple où on voit qu'elle n'est peut-être pas cette femme de conviction qu'on pourrait imaginer. Récemment, l'Allemagne a voté le mariage pour tous, par exemple, parce qu'il y avait la pression des sociodémocrates, qui sont ses concurrents là pour les élections de dimanche. Alors hop, elle leur a coupé l'herbe sous le pied là aussi, en prenant un de leurs arguments, tout en signifiant, elle, qu'elle y était personnellement opposée. Il y a quand même des sujets sur lesquels elle bloque quand même. Non, mais c'est le grand luxe. Affirmer qu'on a des convictions, une éthique qui fait que l'on pense cela, mais qu'on est suffisamment libérale et généreuse pour laisser au peuple le choix. Ou tacticienne. Mais c'est tacticien, mais ce n'est que tactique. C'est merveilleux. Moi, je vois ça autrement. L'histoire du mariage pour tous est pour moi l'incarnation et le symbole même du génie merkelien. C'est-à-dire qu'elle pique une réforme qui est l'emblème du Parti social-démocrate, qui est en coalition au pouvoir avec elle. C'est du génie ou c'est de la malhonnêteté ? C'est une forme de machiavélisme génial. C'est-à-dire qu'elle leur pique leur idée, elle le met au programme, elle le fait voter, mais quand même, pour pas se mettre en porte-à-faux avec son parti, elle dit qu'elle vote contre. Mais au fond, Merkel est vraiment une centriste, plutôt progressiste sociétalement. Et moi, je suis convaincue qu'au fond d'elle-même, elle est plutôt pour le mariage pour tous. Vous dites quand même, c'est le en même temps version allemand ? Elle a un côté macronien dans le en même temps, mais qui c'est institutionnellement tellement différent. Macron a théorisé le en même temps et elle l'est de fait à la tête de sa coalition. Et il y a autre chose qui est beaucoup plus secrètement déterminant pour l'attirance qu'ont les Allemands et la reconnaissance qu'ont les Allemands pour Mme Merkel. Durant ces 12 ans, que s'est-il passé ? Il s'est passé aussi que les Allemands, qui sont un peu les citoyens du pays de Goethe, mais aussi d'Auschwitz, ont découvert qu'il était possible de sortir de cette horreur de la culpabilité éternelle. De cette histoire qu'on leur renvoyait toujours. Oui, pourquoi ? Parce que en 12 ans, il s'est fait que les Allemands qui étaient des nazis et qui avaient 20 ans en 40, maintenant ils vont devenir centenaires dans 3 ans. Et que pendant ce temps-là, la faute, la culpabilité des arrière-grands-pères, des grands-pères et des pères par rapport au nazisme, elle n'est plus répercutable sur les nouvelles générations qui sont comme nous, comme n'importe quel autre peuple du monde, dans une situation de dette historique. Ça, c'est un mouvement profond qui a eu lieu. Et la nouvelle génération, celle qui a tourné la page, c'est Angela Merkel en l'occurrence. Mais bien entendu, et sans la tourner quelque part, en attendant que le temps passe. Oui. Et qu'il passe sans qu'il y ait eu des affaires et des scandales du type de ceux qui avaient d'ailleurs dans l'Allemagne de l'Ouest, et pas dans l'Allemagne de l'Est où on était très antifasciste, lorsque, par exemple, un certain Kiesinger, qui était le chancelier allemand, se faisait gifler par Beate Klarsfeld. Une femme qui venait de l'Est pouvait se permettre d'effacer l'ardoise. Pour revenir à son parcours, justement, elle a été élue pour la première fois en 2005. Vous imaginez à l'échelle de la France ce que ça veut dire ? Ça veut dire 4 présidents de la République. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Est-ce que ça la place en situation de force en Europe ? Oui, ça l'a fait respecter. Sa longévité est éminemment respectable. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine, qui méprise le monde entier, a un certain respect pour Merkel, qui a obtenu la même longévité que lui par des moyens un tout petit peu plus démocratiques. Et ça, il se demande vraiment comment elle a pu faire. Poutine la respecte de façon considérable après l'avoir testée. Et bien entendu, les accords de Minsk, par exemple, qui sont un début de solution pour la crise de l'Ukraine. C'est elle et Poutine. Et sa crédibilité, avec bien entendu le respect de Poutine pour la culture
russe qu'elle possède à fond. Et puis ils sont voisins, hein, je veux dire, bien entendu, historiquement, géographiquement. Pour le coup, les Français ont joué un rôle justement pour casser le tête-à-tête avec Poutine dans les accords de Minsk. À ce propos, puisque le dernier en date, c'est Emmanuel Macron, notre président de la République, qui maintenant parle avec Angela Merkel. Quel type de relation vous imaginez puisse-t-il avoir ? Pour moi, les fondamentaux sont là. Il va y avoir il y a des différends entre Macron et Merkel. Il le montre déjà sur la conception de la zone euro, par exemple. Macron insiste beaucoup sur la zone euro. Merkel ne peut pas, venant d'une Europe qui a été divisée et ayant été victime elle-même d'une division de l'Europe, elle ne peut pas considérer l'Europe comme d'un côté la zone euro, de côté le reste, sachant en plus que dans l'Europe du Nord, qui est le nord de l'Europe qui est assez riche, il y a des pays qui ne sont pas dans la zone euro. Donc elle ne veut pas de ce partage-là. Donc il y a forcément des différends et des différences. Maintenant, les fondamentaux les réunissent et elle a accueilli l'arrivée de Macron avec beaucoup de bonheur et d'espoir. Oui, mais est-ce qu'elle ne le regarde pas ? Regardez, elle ne le voit pas arriver avec un regard gourmand. C'est un accueil de grande sœur voilà. qui est aussi qui est fasciné par l'enfant prodige qu'est M. Macron. Et dans ce contexte-là, elle attend bien entendu les résultats qu'il lui a promis. Pas de mutualisation de la dette, du sérieux par rapport aux générations nouvelles françaises. On remet la maison en ordre, bien entendu, on attend cela. Et sur l'Europe, bien entendu, à partir du moment où le premier terme est acquis, tout sera possible en termes d'Europe fédérale, etc. Angela Merkel est bien partie pour un 4e mandat, on l'a dit. Si elle est là, elle va être là pour quelques années encore, sauf qu'elle a un bilan aussi. Vous disiez ça marche bien plutôt en Allemagne, sauf que depuis 2005, depuis son élection, le taux de pauvreté en Allemagne a augmenté de 54%. Il y a des travailleurs pauvres qui sont obligés d'avoir 2 métiers pour vivre. Il y a des inégalités entre territoires, des inégalités d'éducation aussi. Mais c'est souvent une raison pour nous, Français, de dire l'Allemagne, et pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Mais d'accord, mais au-delà de ça, est-ce que finalement, faut faire attention, est-ce que Angela Merkel, qui va être là jusqu'en 2021, si elle est réélue, et tout l'indique, est-ce qu'Angela Merkel, de par sa personnalité, n'est pas en train aussi de passer sous le tapis ça, comme on a passé l'histoire à une époque ? Oui. Oui, globalement, l'Allemagne va quand même mieux que nous, quoi qu'on en dise. On aime bien montrer que l'Allemagne va mal parce que ça nous rassure, mais elle va mieux que nous. Comme on le rappelait dans le film, il y a 70-75%. Sauf qu'il y a des bombes à retardement. Il y a des bombes à retardement. Moi, je pense que ce qui manque à Merkel, et ce qu'elle pourra peut-être essayer de prouver dans un 4e mandat, c'est une réforme qui marque sa place dans l'histoire. Schröder a marqué, en bien ou en mal, mais il a marqué par les réformes Hartz-IV. Kohl a marqué, Dieu sait comment, par la réunification de l'Allemagne, c'est pas rien. Elle a marqué par rien du tout. Elle a géré. Elle a géré et elle a marqué moralement par l'accueil des migrants qui ont été c'est un peu sa marque son signe de grandeur d'âme. Mais il lui manque une vraie réforme. L'accueil des migrants qui peut se révéler une chance pour l'Allemagne, qui est toujours un pays dans une spirale dénataliste grave, qui fait qu'en 2060, par exemple, il manquera 13 millions d'Allemands qui ne seront plus là pour continuer à faire chauffer l'économie. Ça fera partie des problèmes qu'elle aura réglés, voire ses successeurs aussi. Considérable, d'autant qu'il y a bien entendu les populistes qui vont lui chercher des ennuis. Non, il faut qu'elle marque le paysage avec un certain nombre de mesures, mais la grande mesure, c'est quand même l'Europe. Oui. Et la refondation européenne dans un contexte où le désordre est partout. Et dans un contexte, en une phrase, où le franco-allemand est impératif à cause du Brexit. On ne pourra plus jouer le jeu des combines avec les Anglais pour ennuyer les Allemands, etc. Je voudrais qu'on termine avec une petite séquence. C'était dans la campagne électorale, là récemment. Il y a une petite fille qui l'interpelle, qui lui demande ce qu'elle aurait voulu faire si elle n'avait pas été chancelière. Vous allez voir. Si vous pouviez avoir un autre métier, qu'est-ce que vous feriez ? Je serais peut-être, s'il ne fallait pas autant s'entraîner, une astronaute pour tourner autour de la Terre. Angela Merkel qui voudrait tourner autour de la Terre, vous y croyez ça, vous, Michel ? Pas trop. Ce que je sais, c'est qu'elle n'irait certainement pas à Krasnoïarsk, je ne sais où, en ex-Union soviétique, mais sa fascination pour l'Amérique est beaucoup plus puissante, et elle n'a pas eu le réflexe de le dire, puisqu'elle a confié à Obama à plusieurs reprises qu'elle en rêvait lorsqu'elle était gamine. Elle rêvait d'Amérique. Mais et de Californie. Trump, c'est plus pareil. Non, mais et de Californie, parce que vous dites dans votre livre qu'elle aimerait bien finir sa vie en Californie. Pourquoi donc ? C'est un rêve d'enfant d'Allemagne de l'Est,
d'accéder à ce qui était interdit, c'est-à-dire ce qui était de l'autre côté du mur, et l'autre côté du mur, c'était par définition l'Amérique. Elle pensait pouvoir y finir ses jours, puisque c'était autorisé, mais la dernière phrase de mon livre, il se trouve que je ne savais pas que cette histoire de rêve d'astronaute, mais c'est « Elle voyagera ». Merci Marion van der Terghem. Merci Michel Meyer. La mérite d'autant plus qu'elle ne la voyait qu'à travers les images de la télévision ouest-allemande que tous les Allemands de l'Est regardaient, et ceux qui habitaient dans des vallées où il n'y avait pas de réémetteurs ou d'émetteurs, ils disaient ce sont les vallées de ceux qui ne savent rien. Merci Michel Meyer aussi d'être venu sur ce plateau, d'avoir parlé d'Angela Merkel à la suite de ce document. Tout de suite un autre documentaire, Elisabeth II, la révolution d'une reine. Bonne nuit, merci.